Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 19 avril. Les théâtres, les terrasses et les cinémas sont ouverts et ça fait du bien. Quant à nous, aujourd'hui, discussion avec Monique Choula-Pougnal qui sera la première syndic de la ville de Rolle. La PLR succède ainsi à Denis Jacquet. Discussion en plateau. On ouvre ensuite une page de sport. Quel changement pour les clubs de foot suite aux annonces du Conseil fédéral? Alexandre Caporal fait le point en plateau avec ses deux invités, Anthony Breza, coach du FC Stade Lyonnais, mais aussi Julien Marenda, coach du AS Terre Sainte. Ensuite, on ouvre notre page dédiée à la culture et direction le Casino Théâtre de Rolle qui peut à nouveau ouvrir ses portes. Discussion en plateau avec la directrice Marie-Claire Mermoux. Petit tour d'horizon pour la programmation et ça suit. On se fait plaisir notamment aussi avec la metteur en scène Sophie Pasquet-Racine qui nous présente Les Absolus avant de le découvrir sur scène les 24 et 25 avril. Monique Choula-Pougnal sera la première syndic de Rolle. La PLR succède ainsi à Denis Jacquet à la tête de l'exécutif. Elle est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Monique Choula-Pougnal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, première femme syndic à Rolle, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une immense fierté. Enfin, d'être la première femme syndic à Rolle, pour moi, c'est quelque chose qui était inimaginable. Et en fin de compte, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je serai la première syndic de Rolle. Et puis, je suis très fière et j'espère que je ne vais pas décevoir les citoyens et les citoyennes rolloises. Ouais, inimaginable, pourquoi? C'est-à-dire que dans la société, les choses ont évolué ou parce que vous n'aviez pas imaginé cette situation-là? Je n'avais pas du tout imaginé cette situation-là. Quand on parlait des futures élections, pour moi, il était clair que c'était M. Jacquet qui allait faire une deuxième législature en tant que syndic. Alors, les choses ne se sont pas passées ainsi. Vous êtes arrivé en tête du classement lors des 2 tours à l'exécutif. Comment vous expliquez ces résultats, vos résultats? Alors, je pense que mes bons résultats, c'est une reconnaissance des citoyens et des citoyennes rolloises pour mon investissement en tant que municipal. Oui, alors du travail, vous en aurez encore beaucoup, justement, des choses aussi à prouver, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Alors on pense notamment à ce combat mené par Denis Jacquet contre la facture sociale. Quelle sera votre position? Exactement la même position que M. Jacquet. Je continuerai à défendre les intérêts de Rolle. Et pour défendre les intérêts de Rolle, ça passe par une meilleure répartition des charges cantonales. Donc, à l'heure actuelle, samedi passé, j'ai encore fait la récolte de signatures pour SOS Commune. Mais en tant que syndic, est-ce que vous en ferez votre priorité, ce combat-là? Alors, je ne pense pas que j'en ferai ma priorité. Il y aura plusieurs priorités. Elle fera partie des priorités pour que, justement, on garde un taux d'imposition qui soit décent pour permettre aux Rollois et aux Rolloises de garder leur pouvoir d'achat. Et j'imagine qu'il y aura d'autres priorités. Ce sera une des priorités, mais il y en aura bien sûr d'autres. Alors on y reviendra peut-être d'ici quelques instants. Le centre droit majoritaire tant à l'exécutif qu'au conseil communal. Vous savez, Monique Choula-Pougnal, que vous êtes attendue au tournant aujourd'hui? Complètement. Mais j'imagine qu'en face de nous, on a un conseil qui nous guide. Ce sont des gens... pour la majorité, je dirais, ce sont des gens intelligents. Donc tout le monde travaille pour le bien-être de cette commune et on va travailler ensemble. Ouais, on sait que les discussions aussi entre le conseil et l'exécutif ont parfois été un peu tendues. Aujourd'hui, comment renouer le dialogue? Avec une meilleure communication. J'aimerais une meilleure communication avec la population rolloise, une meilleure communication aussi à l'administration communale, c'est-à-dire entre nos chefs de service, entre les différents services, avec nos employés communaux, et puis une meilleure communication avec tous les, bien sûr, si on veut que ça avance, avec tous les conseillers communaux. De quel parti, qu'ils soient de droite ou de gauche, ça a moins d'importance. Alors aujourd'hui, si on analyse un petit peu cette nouvelle municipalité, un ticket du centre droit qui a placé 3 candidats, une plateforme Rose Verte ayant élu 2 socialistes. Alors vous aviez déjà travaillé avec Loïc Aldiman et Giorgio Michello. Rejoignent à cet exécutif 2 femmes, Cécile Rode et Margaret Rushti. Là aussi, on a envie de dire c'est une bascule qui est importante. La municipalité devient plus féminine que masculine. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Ça peut apporter une sensibilité, mais en fin de compte, je ne pense pas que c'est du fait qu'il y ait plus de femmes que le travail va changer. On a un certain travail à faire pour cette commune et puis je pense qu'on a tous envie que ça fonctionne.
On a une nouvelle municipalité qui est très représentative de la population roloise. Et moi, je me réjouis de travailler avec ces deux nouvelles collègues et de continuer de travailler, deux nouvelles collègues féminines, et de continuer de travailler avec mes deux collègues masculins. Alors, on sait que forcément la gauche aura un challenge puisqu'elle est en minorité. Comment est-ce que vous allez intégrer justement ce discours-là de la population ? Comment intégrer ce discours-là de la population ? Je pense qu'encore une fois, c'est une meilleure communication. Je pense qu'il faut avoir, de temps en temps, il faut avoir des discussions en disant, voilà ce qu'on peut faire, on peut aller dans votre sens jusqu'à un certain point, parce qu'on pense que c'est un bien pour la communauté. Par contre, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Alors, des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire. Quelles seront vos priorités ? On en parlait tout à l'heure, Monique Choula. Alors, mes priorités, j'ai dit non. Les priorités, c'est de continuer le travail qui a été fait, parce que je pense que mes deux prédécesseurs socialistes ont fait du bon travail. Moi, j'ai adoré travailler avec M. Jean-Noël Goël en tant que conseillère communale, et puis en tant que municipale, bien sûr, j'ai beaucoup apprécié M. Denis Jacquet. Donc, je le dis toujours et je le répète, que vous commencez une nouvelle fonction, que ce soit municipale ou syndic, vous faites quoi ? Le premier jour, vous vous asseyez à votre bureau, vous ouvrez le tiroir, vous sortez les dossiers en cours et puis vous continuez le travail qui a été fait. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant à Rolle, c'est une continuité des municipalités précédentes. Alors, forcément des tiroirs qu'on se réjouit d'ouvrir, d'autres un peu moins, de manière plus personnelle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur ? Alors, tout me tient à cœur. Donc, j'aurais aucun souci. On n'a pas encore partagé les dicastères. On devra se voir d'ici un mois, j'imagine, en tout cas avant la fin de la législature, et on va partager ces dicastères. Et moi, j'ai aucun problème. J'aime beaucoup ce que je fais à l'heure actuelle. J'aime beaucoup travailler, je pense là, pour le port. J'adore travailler avec mon garde-port. J'adore travailler avec le responsable des bâtiments à la commune. Mais en fin de compte, il faudra voir quelles sont les attentes de mes autres collègues. Ouais, le fait de devenir syndic, justement, de perdre peut-être un petit peu cette indépendance à l'extérieur, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, est-ce que là, ça vous inquiète ? De quel œil vous voyez ce nouveau rôle ? Parce que c'est vrai que finalement, vous n'étiez pas prédestiné à ça. Hein. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous n'imaginez pas cette situation-là. Donc maintenant, comment vous analysez cette chose, ce rôle-là en tout cas ? Alors, moi, je l'ai toujours dit que j'étais quelqu'un qui était à l'écoute des citoyens et des citoyennes. Je vais continuer d'être à l'écoute. Mes prédécesseurs l'ont très bien fait, et puis je continuerai dans la même ligne. En toute simplicité. Ça paraît comme ça très simple en vous écoutant. Alors simple, je ne pense pas. J'imagine qu'il y aura une charge de travail conséquente. Mais on a déjà, en tant que municipal, une charge de travail. Elle sera encore plus conséquente. J'imagine que, que vous êtes le chef de l'exécutif. C'est vous qui êtes in fine responsable. Donc il y a une grande responsabilité. Il y aura des grands soucis. C'est un vrai challenge. Un challenge qu'on se réjouit en tout cas de suivre. Monique Choula-Pugnal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Depuis ce lundi 19 avril, le Conseil fédéral a assoupli certaines mesures visant à freiner la pandémie et le monde du sport est lui aussi concerné. La plus grande mesure concerne notamment le monde du football, puisque dès aujourd'hui, une centaine de personnes peuvent désormais assister aux matchs en extérieur. Cela concerne les ligues pro et semi-pro, puisque les clubs amateurs, eux, ne peuvent toujours pas reprendre les matchs. On détaille ces nouvelles mesures avec les deux clubs phares de la région. D'un côté, Anthony Breza, vous êtes entraîneur au FC Stade Nyonnais, bonjour. Bonjour. Et de l'autre, Julien Maranda, vous êtes également entraîneur, mais pour l'US Terre Sainte. Bonjour. On commence avec toi, Anthony, et le FC Stade Nyonnais. Bonne nouvelle, du coup, le fait qu'on rappelle quand même que le FC Stade Nyonnais, en ce moment, la première ligue est considérée comme semi-pro puisqu'elle dispute la compétition de Promotion League. J'ai envie de dire bonne nouvelle, le fait que 100 personnes puissent maintenant assister au match. Oui, c'est déjà bien pour nos supporters parce qu'ils ne pouvaient pas voir les matchs. Alors on n'en a fait que 2, un à l'extérieur et un à la maison. Mais c'est bien pour eux, c'est bien pour les joueurs aussi d'avoir un petit peu de monde pour les encourager. Mais après, il n'y a pas beaucoup de monde non plus à Nyon. Mais c'est sympa pour le club, pour les gens, pour les supporters et pour nous aussi. Ouais. Ça change, tu penses, le mental des joueurs, ça ?
Ouais, on a quelques supporters avec un tambour qui vont pousser les joueurs à faire mieux. Mais après, non, nous on reste concentrés, on est focalisé sur l'adversaire, sur le match, et on reste concentré. C'est clair que quand on parle de 0 à 25 000 ou de 0 à 15 000 ou de 0 à 5 000, ça fait une grande différence. Mais de 0 à 150, il n'y a pas. Mais c'est sympa pour le club. Au moins quelques personnes peuvent revenir. Voilà, ça ressemble à du football. Oui, un peu plus en tout cas. Donc bonne nouvelle du côté du FC Stade Lyonnais. En revanche, un peu la douche froide du côté de Terre Sainte, puisque donc on le rappelle, le club est considéré comme amateur. Donc du coup, aucun changement, pas de match, pas de compétition. Julien Maranda à Terre Sainte, vous l'avez pris comment cette nouvelle-là? Est-ce que vous espériez justement autre chose? Oui, on espère toujours, mais c'était attendu quand même. Hein. On ne se faisait pas trop d'illusions malheureusement. Pour nous, ça va continuer avec les mêmes règles qu'on avait jusqu'à maintenant. La petite différence, c'est qu'on peut avoir des contacts, mais avec le masque maintenant. On va s'entraîner avec le masque, ça va être nouveau pour nous. On va tester ça dans le football. Je ne suis pas convaincu, mais on va quand même tenter de le faire pour avoir une certaine opposition à l'entraînement le soir, parce que là, ça devient très compliqué. C'est ça, même à l'extérieur, le masque, parce que c'est considéré comme un sport de contact, le football. Hein. Tout à fait. C'est juste. Ouais. En revanche, vous devez rester à 15 personnes, c'est ça, aux entraînements, etc. Donc on imagine que ça complique pas mal de choses. Et puis notamment, ce chiffre de 15 personnes embête en fait le milieu du football et notamment le milieu amateur. On ne peut pas reprendre la compétition. Pourquoi? Parce que le football, c'est 2 équipes de 11. Donc du coup, ce chiffre de 15 personnes, forcément, ça brime. C'était pas un peu, frustrant de savoir que d'un côté, on pouvait permettre à 100 personnes d'arriver dans un stade et de l'autre, les footballeurs amateurs ne peuvent pas justement sortir du banc et retourner sur la pelouse? Oui, c'est frustrant, bien sûr. C'est clair que pourquoi pas laisser jouer 22 joueurs sur un terrain, hein, quelle que soit la division. Mais après, pour nous, le plus frustrant, c'est que je pense que la première ligue classique, elle n'est pas loin de la première ligue promotion. Il y a des clubs en première classique avec des plus gros budgets comme promotion. Et je pense que malheureusement, là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait très juste. On est dans cette ligue-là, gérée par la première ligue. On devrait être capable de jouer avec ces 2 divisions. Qu'est-ce qui fait défaut justement à Terre Sainte? Qu'est-ce qui l'empêche en fait d'être justement considéré comme semi-pro, comme a pu avoir en fait cette désignation le FC Stade Lyonnais? C'est Suisse Olympique, hein, sauf erreur, qui a décidé. Après, ils ont dû trouver l'équivalent également avec les filles. Donc, ça veut dire que la première ligue féminine, la 3e division chez les filles peuvent jouer actuellement. Mais nous, la 4e division chez les garçons, on ne peut pas. C'est frustrant. C'est frustrant surtout quand on sait les budgets, puis les efforts qui sont faits. On sait aussi que la majorité des joueurs qui évoluent dans ces ligues-là, que ce soit en première ligue promo ou en première ligue classique, c'est les joueurs qui sortent de la formation élite, hein, donc des joueurs qui sont entraînés 4-5 fois depuis le plus jeune âge, en tout cas depuis le foot éco, donc depuis l'âge de 13-14 ans jusqu'à maintenant, plus le match au week-end. Aujourd'hui, on leur enlève ce plaisir-là. C'est compliqué. Et puis pour nous, entraîneurs, c'est clair qu'on a toujours vécu avec ce stress, cette adrénaline du match, la préparation du match du week-end, et aujourd'hui, on n'a plus rien. Aujourd'hui, ça n'a plus rien. Et pour moi, personnellement, c'est un grand vide, c'est très dur à vivre, et je me réjouis vraiment de retrouver le banc. Tant mieux pour Anto qu'il a pu le retrouver, mais moi je me réjouis aussi de le retrouver le plus vite possible. Ça devenait difficile à la fin de faire des séances sans contact. Je me mets à la place de Julien, c'est compliqué parce qu'on a un panel d'exercices, on a un panel de séances, mais trouver des séances sans contact, on reproduit souvent les mêmes séances et puis ça devient un peu la routine pour les joueurs et puis c'est compliqué. Alors les 2-3 premières semaines, on en a parlé un petit peu, ils étaient comme des fous, comme les miens, ils étaient comme des fous, ils revenaient, ils avaient envie. Puis après, quand il n'y a pas de duel, quand il n'y a pas de match, quand il n'y a pas de but, quand il n'y a pas de compétition à l'entraînement, ça devient compliqué. Et je comprends ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Anthony Breza, le Stade Lyonnais peut rejouer, mais seulement la première ligue, parce qu'il y a aussi les deuxièmes ligues et autres qui ne peuvent toujours pas jouer. Oui, on entend que peut-être mai, ils allaient reprendre pour faire la moitié du championnat, pour actualiser, et puis que les championnats peuvent se finir. Mais j'ai appris avec un ami, Tchernoba, qui est entraîneur à Versoix, il a 7 matchs encore à faire, lui. Parce qu'il y a eu pas mal de Covid dans son équipe auparavant. Ça veut dire ça va devenir compliqué. S'ils veulent faire que la moitié ou que faire 2-3 matchs, mais lui, il en a 7, pour qu'il y ait une égalité entre tous, ça risque d'être compliqué pour la suite, pour les instances, à prendre des décisions. Après, je rejoins Julien, entre la première ligue et première ligue de promotion, il n'y a pas beaucoup d'écart. Quand on voit un Mundingen, avec tout le respect que je leur dois, mais ça reste quand même amateur. Après, oui, quand on parle des équipes comme Yverdon, Cham, Rapperswil, Carouge, Nyon, parce qu'on arrive à s'entraîner à 16 le matin, on est quand même professionnel, on rentre tous dans le vestiaire avec le masque, on a des bonbonnes pour les mains.
Mais quand on finit la douche, ils n'ont plus de masque, les joueurs. Ça veut dire que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Il y a effectivement des contradictions dans la pratique, on va dire. On essaie de forcément. mettre des mesures, mais c'est compliqué. C'est ça. Les juniors dans tout ça, puisque les jeunes de moins de 20 ans peuvent jouer, au Stade Lyonnais comme à Terre Sainte, qu'est-ce qu'il en est des juniors, Julien? Bon, ils peuvent jouer au moins. Hein. Ça, c'est déjà la chose principale. Je pense que les jeunes peuvent jouer. On ne perd pas non plus des années. Peut-être 2020, on a perdu quand même un petit peu, mais on ne va pas perdre 2 années pour la progression de nos jeunes. Ça, c'est primordial, je pense, pour la formation de nos clubs et pour le football suisse en général. Mais maintenant, de nouveau, pour que les jeunes puissent aller en première équipe, il faut qu'une première équipe soit performante, une première équipe qui s'entraîne, qui joue, et que ça donne aussi envie aux jeunes d'intégrer cette première équipe. Mais pour le moment, la machine est arrêtée. Anthony, au Stade Lyonnais, les jeunes aussi, il y a des matchs qui se font. Oui, ils jouent. On a 2 équipes Team Vaud, c'est les 15 et les 16. Et puis après, ça va jusqu'au A. La deuxième équipe qui est entraînée par Louis Maric, ils font les entraînements, ils sont par groupe aussi comme Julien et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre non plus les matchs. Mais ouais, c'est compliqué. Mais après, lui, il a un groupe de jeunes aussi de moins de 20 ans où il peut mettre des contacts et puis il a un groupe de plus âgés. Alors on essaie de trouver les solutions pour que... C'est compliqué. Il faut bidouiller, quoi. Il faut bidouiller. De votre côté, donc du côté du Stade Lyonnais, Anthony, il y a un match crucial ce week-end. Il ne faut pas perdre puisque là, vous sortez d'une défaite. Donc c'était contre, j'ai plus mes fiches, mais les Black Stars. Merci, exactement. Vous êtes incliné 3-0, la première équipe. Donc match crucial, je l'ai dit, ce samedi pour la Promotion League. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé au début de la reprise, avant de la reprise, de faire une compétition avec les 8 premiers et puis les 8 derniers, tour promotion, tour relégation, ils appellent ça comme ça. Et après, il y aurait 7 matchs. Alors on faisait 3 matchs pour nous, on avait 3 matchs à faire pour finir le premier tour. Et après, on partait dans une compétition ou pour pas descendre ou pour essayer de monter, en sachant que nous, on n'a pas pris la licence, on ne serait pas monté. Donc il y a eu un match nul contre Sion. Un bon match nul contre Sion, et là, une contre-performance où on n'a pas été là, on n'a pas répondu présent. Un match sans. Et on perd 3-0 à la maison, ce qui était entièrement logique. Et donc là, contre Könitz, ce week-end, il faut gagner, sinon c'est fini. Même si on gagne, peut-être on n'a pas notre destin entre les mains. C'est ça qui est un petit peu dommage, parce qu'on est passé 9e et on est à 1 point. Mais il y a pas mal d'équipes qui se rencontrent encore devant. Ça veut dire que nous, on doit gagner pour espérer faire le tour promotion. Julien Maranda, du côté de Terre Sainte, le destin, eh bien, il sera fixé par la parole du Conseil fédéral, la prochaine prise de parole. Est-ce que vous avez toujours espoir, justement, de pouvoir quand même encore, là, avant l'été, faire quelques matchs? Dans quel état d'esprit vous êtes à Terre Sainte? Bien sûr, on a toujours espoir. L'espoir fait vivre. On espère bien sûr que la prochaine séance du Conseil fédéral, M. Berset, nous donnera cette autorisation pour pouvoir enfin jouer. Les joueurs ne jouent pas depuis le 24 octobre. C'est tellement long. C'est long pour tout le monde, je crois même pour les dirigeants aussi, de maintenir un club et qu'en fait, au bout du compte, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de match. Donc, bien sûr, on y croit. On se prépare encore en sorte, comme si on avait joué ces 3 derniers matchs pour boucler au moins cette fin de premier tour. Autrement, je pense que ce serait mieux que l'ASF et le Conseil fédéral nous disent que c'est stop, et puis qu'on ne se fasse plus d'illusions et qu'on prépare déjà la saison suivante. C'est ça. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Avant de vous laisser tous les deux, quand même, un petit mot, parce que la planète football est ébranlée depuis ce matin, avec le football européen en tout cas, avec 12 grands clubs qui ont lancé donc aujourd'hui leur Super League, qui est une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des Champions. Et l'UEFA a promis de répliquer notamment. Et dans les clubs, on cite quand même Madrid, Barcelone, Manchester et d'autres. Un petit mot des clubs de la région, qu'est-ce qu'ils en pensent au Stade Lyonnais? Anthony Breza, qu'est-ce que tu en penses? On peut juste donner des pensées parce qu'on est loin de ce niveau, mais c'est privé, ça va être une compétition privée. Je ne sais pas si ça va avoir lieu parce que ce matin on a reçu un message que la Ligue des Champions est repartie comme d'habitude. Voilà, c'est médiatique, je pense que c'est les sponsors, il y a beaucoup d'argent en jeu, les droits télé, toute cette pandémie aussi fait que tous les clubs ronronnent un petit peu et puis veulent se rebiffer. Mais on verra ce qui se passera, mais j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet. Julien Maranda, est-ce que tu as plus de choses à dire? Ça sent un peu la volonté de faire du fric pour du fric. Complètement, mais tout en sachant qu'il y a quand même 2 grands clubs actuels qui
qui ne sont pas dedans. Hein. On peut compter Paris et le Bayern, donc c'est comme 2 grands clubs qui ne sont pas dedans. Puis après, on a lu que l'UEFA était aussi prêt à mettre des sanctions sur ces clubs ou sur les joueurs qui évoluent dans ces clubs. Donc là, je pense qu'il y a affaire à suivre. Un petit feuilleton, là, pour le moment, on sent le feuilleton, en tout cas médiatique, à suivre. Merci beaucoup, Anthony Breza. Merci, Julien Maranda. On rappelle, vous êtes coach tous les deux, donc d'un côté FC Stade Lyonnais, de l'autre l'US Terre Sainte. Merci d'avoir répondu et à toutes ces questions. Et à bientôt. À bientôt. Les théâtres peuvent à nouveau ouvrir leurs portes. Le Casino Théâtre de Rolle s'apprête à retrouver son public au programme des 2 prochaines semaines, évidemment, des spectacles pour petits et grands, petits tours d'horizon. Aujourd'hui, avec vous, Marie-Claire Mermoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Casino Théâtre de Rolle et puis on en profite encore et toujours puisque les Absolus seront de retour sur scène les 24 et 25 avril. Sophie Pasquet-Racine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la metteur en scène du spectacle, alors on en parlera d'ici quelques instants. On va revenir à ces annonces du Conseil fédéral. Marie-Claire Mermoux, c'était totalement une surprise pour vous. Ah oui, alors pour le coup, cette fois, on s'y attendait pas. On se disait, voilà, ils vont mettre en consultation et puis peut-être qu'ils vont revenir en arrière une semaine après. Donc pour la première fois de chaque annonce, on n'était pas prêts. Et on était comme abasourdis, mais positivement. Et puis on s'est arrachés et voilà, on a pu relancer la machine, réappeler tous les artistes en disant, on y va. Et voilà, et c'est le 23 et 24 avril. Pas 23 et 24 les avril. Absolus, ouais. On note 23 et 24, on corrige parce que c'est vrai que là, les dates sont super importantes. On a envie de retrouver son public. Au niveau de la programmation, du coup, quels étaient les enjeux? Il fallait reprogrammer des spectacles, repousser, ou comment vous avez travaillé pour eux? Alors, où on était prêt, c'est qu'on avait déjà prévu des dates de report pour certains spectacles, dont les Absolus, puisque les Absolus avaient été joués en janvier, mais sans vrai public. On avait fait une représentation en streaming et on voulait offrir à cette création qui s'est faite à Rolle la possibilité d'avoir un vrai public quand même cette saison. Comme on est coproducteur, voilà, on s'est dit, allez, on les reprend, on remet le métier sur l'ouvrage. Et puis, les 2 spectacles qui suivent, qui sont 2 spectacles jeunes publics, on les avait pensés dans une autre forme, beaucoup plus participative les 2, puisqu'ils sont les 2 sur la même thématique, qui est la thématique des questions de genre. Et on avait prévu tout un programme avec la bibliothèque qui ne se fera pas. On avait prévu de faire manger les enfants à midi. Voilà. Mais c'est pas grave, on va les jouer dans des horaires un peu décalés puisqu'on ne peut pas offrir à manger aux gens. Donc ce sera à l'envers à l'endroit le 28 à 14h. Et puis Elle, pas princesse, lui, pas héros, les 1 et 2 mai en fin de journée. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont en attente d'être joués. Il y a comme un embouteillage. Comment est-ce que vous gérez ça? Je pense que l'embouteillage, il n'est pas pour maintenant. Il va être plus tard. Il va être effectivement sur mai, juin, voire juillet. C'est-à-dire que certains de mes collègues ont fait le choix de programmer en été. Nous, on va le faire aussi fin août. On en parlera quand on sera prêt. Peut-être que le temps va s'étendre un peu plus. Le temps des spectacles va s'étendre un peu plus. Généralement, les saisons se terminent vers fin mai, début juin. Et là, elles vont s'étaler tout au long de l'été. Et puis l'embouteillage, effectivement, sera sur la saison prochaine. Il touche plus les artistes que le public, puisque des spectacles sont reportés. Donc des spectacles qui devaient se créer ne pourront pas se jouer. Et donc c'est là que l'embouteillage, en tout cas au niveau du milieu, va se sentir et se ressentir. Je pense qu'au niveau du public, ce ne sera pas si marquant que ça. Ce qui est marquant pour le public, c'est 50 spectateurs. Donc les places partent vite. Et puis voilà, on espère être compensés dans nos pertes. Ouais, ces places, justement, parlons-en, parce que c'est vrai qu'il y a une année, Marie-Claire Mermoux, vous me disiez que ouvrir à la moitié, ça ne vous convenait pas. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir avec 50 places, donc on a l'impression que votre discours, il a un petit peu évolué. Aujourd'hui, c'est mieux ouvrir avec 50 places que plutôt rien. Je peux vous dire qu'au mois de mars l'an dernier, quand on nous demandait si on était prêt à ouvrir et à imposer le masque aux spectateurs, je faisais partie de ceux qui disaient non, on va laisser les gens libres. Puis voilà, maintenant on ne se pose plus la question du masque. Donc la question des 50 spectateurs, voilà, on a appris à renoncer, on a appris à faire avec les circonstances et à se dire, il faut faire travailler les artistes, il faut faire travailler nos techniciens, il faut remettre la machine en marche, il faut offrir au public de la sécurité, de la confiance. Et puis, on espère que les jauges vont s'ouvrir plus large du côté du mois de mai, juin et de l'été. Oui, c'est plutôt un avec message encourageant et positif. On en a besoin surtout d'avoir ce discours-là. Sophie Pasquet, voilà, vous, à l'annonce de lors de ces annonces, quelle était votre réaction? J'étais en répétition pendant... donc, je n'ai pas suivi les annonces du tout. Et puis, c'était un grand cri de joie. Puis, j'ai même pleuré parce que...
Ce spectacle, ça fait très longtemps qu'avec la compagnie, on le porte. Et puis Marie-Claire aussi, parce que bon, il y a eu plusieurs rebondissements. Ouais. Et puis, non, c'est un grand soulagement de pouvoir le présenter devant du public. Moi, je n'ai pas eu les informations tout de suite des tenants aboutissants du nombre de spectateurs, des jauges. Moi, sur le moment, j'avais compris que le Conseil fédéral avait enfin un peu entendu la nécessité de la proportion de jauge en fonction de la taille de la salle. Et non, voilà. Donc, j'ai compris après que c'était 50 spectateurs et spectatrices. Nous, ça va. Enfin, nous, ça nous va très, très bien. Parce qu'attendez, là, pour le coup, je vous perds. Moi, ce que j'ai compris, vous me corrigez, parce que je parle sous votre regard à vous. 100 personnes en extérieur, 50 à l'intérieur. Et puis, il y a une question de taille aussi. On peut ouvrir jusqu'à un tiers pour les plus petites salles. Pas pour les plus grandes. Pas pour les plus grandes, d'accord. C'est ça le problème, c'est que les plus grandes salles, effectivement, certaines salles, comme, je sais pas, le Théâtre du Jorat, ouvrir à 50, c'est pas possible, par exemple. Donc, on est d'accord, pour l'occasion au Théâtre de Rolle, c'est 50 personnes. Oui. Voilà, qui pourront être là. On avait découvert les absolus en ligne. Oui. Là, ce sera avec un public. Avant de nous en dire un mot, on regarde un extrait. Hurry, furry, les mouvements de ma vie. Pinky, shiny, c'est selon mon envie. Pastel, cruel, je noie mon aquarelle. Inside, your side, ta pupille se dilate. The sound, the ground, font trembler jusqu'en Inde. The rhyme, the crime, de mon supplément d'âme. Speed on, your tongue, et te rend dingue, dingue, dingue. Et te rend dingue, dingue, dingue. Dis-moi que tu me vois, verbier à de ma danse, vivant, chavirant. Dis-moi que tu me vois, père-pied à trop aimer. La transe de ma danse, vivante, enivrante. Alors ça s'appelle Les Absolus, c'est à voir les 23 et 24 avril. On avait découvert ce spectacle en ligne. On avait reçu d'ailleurs sur ce plateau le compositeur de musique, Jean-Samuel Racine, et puis la comédienne Anne-Sophie Rors et tout. Du côté de la mise en scène, qu'est-ce que vous avez voulu en faire ? Alors moi, donc, j'ai écrit et mis en scène le spectacle. J'ai voulu tout en faire en fait, parce que c'est vraiment une histoire qui se... Enfin, l'histoire, c'est un fait divers à la base qui a malheureusement existé dans les années 50, mais après c'est vraiment tout un imaginaire qui sort de mon crâne. Et j'ai voulu en faire une ode à l'adolescence, une ode au désir d'absolu, ce désir qu'on peut ressentir à l'adolescence, mais aussi plus tard. Et puis aussi en tant qu'artiste, mais en tant que restaurateur, restauratrice, etc. Ce désir d'aller au-delà de ce que nous est imposé. Et puis ça peut prendre plusieurs formes. Là, sur ces personnages, ça prend la forme d'un monde inventé. Et c'était vraiment... un peu un quatrième parallèle. Exactement, quatrième. Ouais, elle s'appelle ça le quatrième monde dans les vrais protagonistes du fait divers. Et puis c'est vraiment s'inventer ses propres forces en fait pour réaliser ses rêves. Alors après, là, ça prend une tournure particulière que je ne vais pas révéler, mais voilà, c'est vraiment une ode à l'imaginaire et à la crédulité. Parce que pour moi, c'est une vertu, la crédulité, de croire. C'est ce qu'on voit aussi au travers de ces personnages. Les adultes qui jouent ces adolescents, ils ont gardé toute leur candeur. Complètement. Alors ça, comme on a eu la chance de pouvoir jouer ce spectacle lors de scolaires en février, donc après Rolle, on est allé à la maison de quartier de Chailly jouer des scolaires devant des ados de 13-14 ans. Et ils et elles étaient vraiment très étonnés de l'âge des comédiennes qui interprétaient les rôles des enfants, des ados, parce qu'ils ne se sont absolument pas posé la question de l'âge des comédiennes, pour le coup. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en ligne ? J'en retiens quelque chose de très particulier parce qu'effectivement... Marie-Claire Marmot qui déjà, j'en retiens un grand merci pour Marie-Claire qui nous a soutenus dans cette démarche, au niveau de la logistique, au niveau financier aussi. Et puis, j'en retiens que, mine de rien, des gens qui n'auraient pas pu voir le spectacle ont pu le voir. Ça s'est vu aux États-Unis en direct, dans le sud de la France, en Italie. Donc ça, c'était un peu le côté sympa et particulier. On a reçu des messages en sortant de scène de gens qui sont à des
kilomètres de nous. Donc ça, c'était le côté vraiment assez surréaliste et sympathique. Après, c'est pas l'avenir du théâtre, c'est hors de question, quoi. C'est pas pour ça qu'on fait du théâtre. Ouais, justement, le fait que vous le reprogrammiez devant un public, Marie-Claire Mermoz, ce spectacle-là en particulier, pourquoi ? Parce que de voir un spectacle en 2D, c'est pas la même chose que de le vivre dans une salle en ressentant déjà les autres spectateurs, leurs réactions, et puis surtout en ressentant les artistes. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même temps, même si effectivement on a voulu le faire en live, c'est-à-dire dans le temps du spectacle, sans enregistrer ou sans avoir un décalage. Mais cette magie de l'instant et de l'émotion partagée et du ressenti commun entre personnes sur le plateau, donc artistes, techniciens en régie et public dans la salle, c'est ce qui fait que ça, on appelle ça des arts vivants, c'est que ça doit être vivant. Et pour moi, si on veut faire bien du streaming, il faut le penser comme du cinéma. Et ça, c'est tout un autre budget, c'est tout un autre concept. Une autre manière de le mettre en scène ou à l'image. Voilà, et on n'est plus dans du streaming, on est dans du cinéma en direct, en gros. Et ça, c'est des mois de travail, c'est un budget qu'on ne pouvait même pas envisager. Donc, voilà. Enfin, un mot sur la billetterie, puisqu'elle a ouvert depuis jeudi. On sait que du côté des musées, c'était un peu le carton plein. Quand les musées ouverts, tout le monde s'est rué à l'intérieur, ce qui est une bonne chose. Il faut soutenir la culture, surtout quand elle est de chez nous. Marie-Claire Mermoz, est-ce que c'est le même cas? Est-ce que le public Alors, est là? Oui, je ne dirais pas ça. Non, sur les absolus, on est quasiment bientôt plein. Par contre, sur les spectacles familiaux jeunes publics, là, ça démarre très lentement. Mais c'est toujours... Magnifique. Ce sont de magnifiques spectacles. Ouais, de très beaux spectacles. Et en plus, ce qui est très... Enfin, moi, me touche beaucoup, c'est que ce sont 3 femmes metteurs en scène pour ces spectacles. Donc, voilà, il y a une double cause, là. Faire vivre le théâtre, parler des questions de genre, dire que des porteurs de projets sont des femmes aussi. Et ça fait partie des valeurs que j'ai envie de défendre. Donc voilà, ruez-vous sur ces 2 spectacles jeunes publics. C'est des petits bijoux, c'est pas moralisateur, c'est des choses très ludiques qui permettent la discussion en famille après, même avec les tout-petits, même avec les tout-petits, puisque à l'envers, à l'endroit, c'est Jean-Neige, mais pas Blanche-Neige, qui cherche sa princesse, charmante, et les nains sont des naines, enfin voilà, ils ont inversé tous les personnages, tous les genres des personnages, ça marche très très bien, c'est en plus une expérience qu'on vit avec un casque sur les oreilles. Donc on est dans une espèce de bulle où on entend le texte, où les sons sont faits en direct, mais on les voit. Donc c'est des effets spéciaux de sons faits en direct. Le cheval, c'est 2 coquilles de noix de coco. Et tout ça, on le voit, on l'entend. C'est vrai qu'on a envie de retrouver la sensation, retrouver les odeurs, voilà, tout ce qu'on vit finalement dans une salle de théâtre. En tout cas, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Marie-Claire Mermoz, Sophie Pasquet-Racine, une très belle journée à vous et puis à la maison. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet du Casino Théâtre de Rolle. Et voilà, c'est tout pour la quotidienne du 19 avril. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Les terrasses m'appellent. On s'y retrouve peut-être ou sinon à demain.